dans le programme de ce symposium. On est tous d'accord déjà sur le fait que l'apnée de sommeil chez l'adulte est une maladie grave, une maladie qui a des conséquences importantes sur la santé. Et il faut dire que, je m'excuse, en fait, c'est pas ça. Il y a un stress qui, nuit après nuit, va perturber le sommeil et va altérer la qualité du sommeil. Mais imaginez-vous les conséquences d'un tel syndrome s'il s'installe à un âge précoce. En fait, nos habitudes déjà sont adoptées dès le jeune âge. Les nombres d'heures de sommeil en moyenne pour un adolescent c'est 8 heures au moins, un préadolescent c'est 9 heures, l'enfant c'est entre 3 et 7 ans c'est 12 heures, et le nouveau-né c'est jusqu'à 20 heures de sommeil. C'est important pour la croissance de l'enfant. Il faut dire que le SAS a été décrit pour la première fois en 1892 par Osler sous un autre nom qui est le syndrome de Pickwick. Mais c'est seulement en 1976 qu'il a été décrit chez les enfants par le fameux Guy Monod, qui a fait des études sur l'enfant, sur 8 enfants, et il a décrit pour la première fois l'apnée de sommeil chez l'enfant. Il faut dire que ce syndrome touche 2 à 3% des enfants, ce qu'on connaît déjà, et essentiellement, par le gonflement, on a ce qu'on appelle les épisodes d'obstruction qui sont associés essentiellement à une diminution de la saturation en oxygène et une hypercapnie. On remarque aussi des mouvements paradoxaux de la poitrine, de l'abdomen, des cyanoses, l'interruption du sommeil, et c'est grave pour l'enfant. La reprise de l'énurésie, et il y a même le risque de la mort subite. Commençons déjà par différencier ou comparer l'apnée de sommeil chez l'enfant et chez l'adulte. En fait, l'apnée de sommeil, généralement, chez l'enfant, commence à partir de l'âge de 2 ans. On a même décrit l'apparition, l'installation de ce syndrome à l'adolescence. Et elle touche aussi bien les enfants de sexe masculin ou féminin. L'obésité, qui est presque systématique, ou dans la majorité des patients adultes, elle est absente, elle n'est pas un facteur, elle peut être un facteur aggravant, mais ce n'est pas le facteur déclenchant. Et en fait, la raison majeure de l'apnée chez l'enfant, c'est l'hypertrophie des organes de la peau. Ce qui est normal, mais les conséquences sont importantes. Les seuls, ou bien le seul critère commun entre les adultes et les enfants, c'est essentiellement la présence d'anomalies crânio-faciales. Guy Monod a fait une étude sur 52 enfants et il a détecté la perturbation du sommeil par les signes diurnes, par les signes du jour. Qu'est-ce qu'il a remarqué? À la différence de l'adulte, l'enfant, il est hyperactif. Il est irritable, il est même agressif. Il a une difficulté de suivre à l'école, sa vigilance elle est altérée, la mémoire aussi, prise de poids, hypertension artérielle, diabète, dépression, mal de tête, difficultés psychologiques, il a tendance à s'isoler, et il passe d'un état d'hyperexcitation à un état de somnolence. Sur l'enfant, les conséquences sont essentiellement deux. Sur la croissance neurologique, sur la croissance cardiovasculaire et la croissance somatique. Je vais essentiellement développer la croissance somatique, mais il faut quand même préciser que la somnolence diurne est toujours associée à des troubles du comportement et de l'apprentissage chez l'enfant. 2 études ont montré qu'un traitement efficace de l'apnée chez l'enfant pourrait améliorer significativement le comportement et les déficits d'apprentissage chez l'enfant. Les enfants ayant des difficultés scolaires ont une
eh bien, leur rendement global à l'école est significativement amélioré, juste avec une amygdalectomie. Donc, en conclusion, le SOS impose des résultats neurocognitifs défavorables et durables, et en particulier s'ils se développent à des phases critiques de la croissance du cerveau. Conséquences cardiovasculaires. Marcus a fait une étude sur les enfants apnéiques. Il a constaté que ces enfants-là présentent donc une pression artérielle diastolique élevée et un investissement de la paroi ventriculaire gauche. Et généralement, la présence du SARS est associée à un risque accru d'une hypertension systémique. Cette hypertension est attribuée essentiellement à l'hypoxie cyclique pendant le sommeil. Les études donc faites sur l'enfant montrent une hypercapnie, une hypoxie récurrente qui peuvent être donc conduire à l'installation d'une hypertension vasculaire pulmonaire à l'âge adulte. Donc déjà, c'est le terrain de l'installation d'une hypertension vasculaire pulmonaire chez l'adulte. Maintenant, on va passer à la croissance somatique et l'effet de l'apnée chez l'enfant. En fait, la plupart des enfants présentent un phénotype commun, qui est essentiellement le palais ogival profond et la rétroposition angulaire. C'est essentiellement presque la moitié des enfants présentent ces phénotypes-là. Et il y a en fait une raison pour ce phénotype, il y a une raison pour ce palais profond et cette rétrognathie mandibulaire. Tout se joue avec la respiration. Et on était loin donc d'imaginer l'ampleur de l'impact de la dynamique ventilatoire sur la morphogenèse craniofaciale. Jusqu'à les récents développements de l'échographie, on a suivi la respiration chez le fœtus. Et en fait, le nouveau-né ne peut respirer qu'avec le nez. Il a une respiration nasale exclusive dès la naissance. La preuve, succion et respiration en même temps. Et cette fonction ventilatoire a un rôle morphogénétique très important. Ce flux aérien sous pression qui entre et qui sera boosté par l'ethmoïde va permettre donc un développement tridimensionnel de l'arcade maxillaire qui est spongieuse, vous le connaissez tous, et il y aura ce qu'on appelle une pneumatisation des sinus. Un enfant qui ne respire pas par le nez, automatiquement aura un développement défavorable de l'arcade maxillaire, et entre autres la mandibulose. Donc, la cavité, ou plutôt l'arcade maxillaire, participe par plusieurs cavités à la création de plusieurs cavités comme la cavité buccale, la cavité nasale, les sinus. Et lorsque l'enfant présente un problème respiratoire, soit par la présence d'une hypertrophie des tissus lymphoïdes ou bien d'un obstacle, il va passer automatiquement à la soupape de sécurité qui est la respiration buccale. La respiration buccale en elle-même, si elle est occasionnelle, ce n'est pas un problème. Mais passer à une respiration mixte ou une respiration exclusivement buccale va transformer toute la direction de la croissance. En fait, il va perdre l'effet de ce flux aérien qui va agir sur la croissance de l'arcade maxillaire. Et qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir un défaut de croissance de l'arcade maxillaire. Cet enfant, il va garder la bouche entrouverte, toujours entrouverte pour qu'il puisse respirer. Et pour qu'il puisse respirer aussi, il doit garder la langue basse, en position basse. La langue, elle aussi, elle a un rôle morphogénétique. Parce que normalement, à l'hypopo ou lors de la fonction, la langue, elle s'étale sur le palais. Et elle a un rôle morphogénétique, c'est elle qui permet une expansion physiologique normale de l'arcade maxillaire. Lorsqu'elle va se positionner en bas, on va perdre ce rôle morphogénétique. Mais aussi, ce sont les joues qui vont contracter l'arcade maxillaire.
cette contraction, c'est elle qui va aggraver encore plus le défaut de croissance de l'arcade maxillaire, et on aura des articulés croisés, donc un articulé qui sera déstabilisé. Donc, généralement, ce sont des enfants qui présentent les pommettes qui sont effondrées, les cernes au niveau des yeux, normalement qui sont bien joulus, et ils vont développer des maladies respiratoires qui n'existaient pas parce que le nez, qui normalement permet l'unification de l'air, permet donc de filtrer l'air, ne joue plus son rôle, et c'est généralement l'air froid qui touche directement les amygdales, qui engendre donc l'hypertrophie de ces amygdales. La langue aussi, lorsqu'elle est en position basse, va provoquer un changement de la direction de croissance de la mandibule, d'où ce qu'on appelle l'apparition des rétropositions mandibulaires ou les classes 2 squelettiques. Quelles sont les conséquences donc de l'aspiration buccale chez l'enfant? C'est essentiellement sur les trois étages. L'étage moyen, nasal, l'étage inférieur et l'étage supérieur de la base. Et on va commencer par l'étage moyen. Hypodéveloppement de l'arcade maxillaire, inflammation chronique de la muqueuse nasale, hypodéveloppement des sinus par manque de pneumatisation, étroitesse des fosses nasales, hypodéveloppement maxillomalaire dans les trois sens de l'espace, affaissement des pommettes, défaut de fonctionnement des muscles dilatateurs, une hypotonie aussi des narines et un défaut de croissance vers l'avant de la région du prémaxillaire. Au niveau de l'étage inférieur, la langue va adopter de nouvelles positions posturales et on aura donc la nécessité de garder une bouche entrouverte, nouvelle position de repos de la mandibule, modification de l'attitude posturale de la tête parce que ces enfants-là, pour qu'ils puissent libérer les voies aériennes, ils vont faire ce qu'on appelle une hyper-extension de la tête et il va y avoir ce qu'on appelle l'installation d'un long face syndrome ou le syndrome de face longue. La direction de la croissance va changer dans le sens vertical. Ceci concernant donc les adaptations posturales, les répercussions sur les arcades. Essentiellement, lorsqu'on a un défaut dans le sens transversal de l'arcade maxillaire, les pointes cuspidiennes vont se toucher latéralement et c'est une position inconfortable pour l'enfant. Dans ce cas, il va dévier sa mandibule du côté le plus confortable pour lui. Au début, c'est un problème fonctionnel par défaut de croissance de l'arcade maxillaire, mais progressivement, c'est toute la mandibule qui va dévier et ça va devenir un problème squelettique qui ne peut être traité qu'avec la chirurgie s'il n'est pas diagnostiqué à temps. La position basse de la langue, elle est à l'origine aussi de l'apparition de ce qu'on appelle une classe squelettique. L'enfant va garder une langue basse, en position basse pour qu'il puisse respirer par la bouche, et ça va favoriser donc l'avancée de la mandibule, mais associé aussi à un défaut de croissance de l'arcade maxillaire. Cette position basse de la langue aussi, lors de la déglutition, lors de la fonction, elle va appuyer sur les dents et va créer des béances antérieures très difficiles à traiter à un âge tardif que par la chirurgie ou par des traitements orthodontiques assez lents. Altération de la position de repos lingual, on l'a déjà décrit. Donc, position basse de la langue, modification du comportement praxique de la langue, inhibition atypique, des troubles de phonation et les répercussions bien sûr sur la croissance des arcades et l'avancement des dents. Rapidement, je vais passer sur les conséquences sur l'étage supérieur. C'est les conséquences qui apparaissent à long terme. Il y a apparition essentiellement des cernes, les yeux, ce qu'on appelle les yeux tristes. On voit aussi chez les patients allergiques. Là, c'est une déviation donc septale.
et une hypertrophie donc, des cornées, moyenne inférieure. Il y a aussi l'apparition des hypoptoses, qui sont dues à des poussées d'œdème, donc orbitaires par l'obstruction nasale chronique. Ces œdèmes aussi inflammatoires sont à l'origine de ce qu'on appelle le blépharochalasis, et la répétition des poussées va engendrer l'apparition d'un ptosis, d'une ptose de la glande lacrymale aussi, un rétrécissement de la fente palpébrale qui va donner ce qu'on appelle un concus latéral arrondi, et elle donne donc cet aspect d'œil triste, regard scléral. L'enfant en fait apnéique, non seulement il dort la bouche ouverte, mais il dort aussi les yeux ouverts. Ici, le traitement donc, de la composante nasale dans le cas de blépharochalasis, donc avant et après. Traitement de l'exophtalmie aussi. Si on traite, bien sûr, la perméabilité nasale, l'énophtalmie, avant et après. Alors, ces enfants apnéiques sont faciles à détecter dans le cabinet. Visage pâle, les yeux cernés, les ailes du nez qui sont atoniques, le nez rouge, bouche entrouverte en permanence, incompétence labiale, lèvres supérieures qui est relevée, les lèvres desséchées et gercées par la respiration bien sûr buccale, le menton qui est allongé vers le bas, comme on a dit, il y a un changement de toute la direction de la croissance, la face hyper divergente, un angle angoniaque qui est ouvert. Donc, ce sont des enfants qui présentent donc une hyperextension de la tête, les épaules sont abaissées, donc absence d'air frais qui engendre donc un manque de fonctionnement cérébral, une hyperextension comme on l'a dit, la posture arrondie des épaules, la respiration buccale aussi, moins d'effort musculaire, donc moins de développement de la cage thoracique, élévation de la première côte et de la clavicule, le diaphragme bouge moins, entraînant une diminution du massage naturel des organes. Le traitement. Généralement, ce que j'ai constaté, que la première conduite devant une hypertrophie des végétations, une apnée du sommeil, c'est d'enlever les animaux et les végétations. Mais les études ont montré que ceci est efficace que dans 50% des cas. Donc, 53% de cas ont réussi pour les enfants apnéiques avec un indice d'apnée moins de 1. Les patients en échec continuent à avoir un SOS, ils présentent généralement un espace pharyngien étroit, un hypodéveloppement maxillaire et une perfusion ampulaire. Mais pour ces 53% de réussite, il va y avoir une récurrence des symptômes donc à 14% à l'adolescence. Et ce sont des patients qui présentent aussi des anomalies crânio-faciales associées. Donc c'est une étude qui a été faite sur 400 enfants par immunité. Chez nous, les orthodontistes, en présence d'un défaut de croissance au niveau de l'arcade maxillaire, généralement, on intervient par ce qu'on appelle une disjonction maxillaire. Il y a eu une étude qui a été faite sur des enfants entre 4 et 11 ans qui présentent une malocclusion et qui présentent un syndrome d'apnée-hypopnée du sommeil, mais aussi un refus de la chirurgie orale par les parents. Le résultat, c'est qu'on a passé d'un indice d'apnée de 5,8 à 1,5. Les deux sujets échecs, essentiellement hypertrophie amygdalienne majeure et une déviation de la croissance. La disjonction maxillaire permet un gain de 30 à 35% de la perméabilité nasale. Et à l'échelle du nez, c'est très significatif. Voici un cas d'une patiente âgée de 8 ans qui présente une ventilation orale, une fatigue importante, le renflement ou du sommeil et des otites à répétition. L'examen buccal
montre la présence de l'hypertrophie des amygdales, un calibre qui est fortement réduit des voies aériennes, et une hypertrophie donc, des végétations adénoïdes qui se voient sur la feuille de fond. L'examen céphalométrique montre bien qu'il y a une rétrognathie mandibulaire, une geste squelettique, et la patiente est hyper divergente. Dans le sens facial, ou radiographie de face, on remarque bien le défaut de croissance dans le sens transversal de l'arcade maxillaire. Cette patiente a subi seulement, plutôt elle a subi aussi bien la disjonction maxillaire que l'amygdalectomie. Et le résultat il est là, elle a passé l'indice d'apnée de 12 à l'indice d'apnée de 2 par la disjonction et l'amygdalectomie. Donc, disjonction ou chirurgie, c'est là la question. Étude qui a été faite sur 32 enfants entre 4 et 9 ans, indication de 2, adéno-amygdalectomie et orthodontie. Un groupe qui a subi seulement le traitement chirurgical, ensuite c'est l'expansion transversale. Deuxième groupe, c'est la séquence inverse, c'est-à-dire on a commencé par l'ODF, ensuite la chirurgie ORL, et on a évalué par l'indictionnel une polysomnographie, bien sûr. 87% des patients ont dû recevoir les 2 traitements. La chirurgie ORL seule n'est pas suffisante. 2 patients guéris après traitement ODF seul, et 2 échecs malgré les 2 traitements. Ce cas, c'est l'illustration d'une collaboration entre orthodontiste et oral. La patiente présente donc une DDM, mais le plus important, c'est qu'il faut voir son visage donc, et ses yeux tristes, les pommettes qui sont affaissées, même le sourire qui est inversé. La panoramique montre une DDM importante, manque d'espace pour l'évolution des dents, télégramme de profil hyperdivergence, donc reste squelettique, de face aussi, un hypodéveloppement de l'arcade maxillaire. Cette patiente elle a subi au début une amygdalectomie. Ensuite, elle a subi ce qu'on appelle un appareillage qu'elle porte la nuit. C'est une enveloppe linguale nocturne. C'est une gouttière qui permet de redresser la position de la langue. C'est une réplication de la langue pour corriger la déglutition et remonter la langue en position haute. Elle a subi aussi un petit traitement orthodontique pour la correction de la position des dents. Voici l'évolution dans le sens transversal du diamètre intermolaire et de la perméabilité nasale aussi. Mais le plus important, c'est l'amélioration esthétique de cet enfant. C'est spectaculaire. Vous voyez la différence de la classe 2, la correction. On n'a pas besoin de faire une chirurgie. C'est juste un traitement très simple qui se fait à un âge de 12. Les enfants avec le syndrome d'apnée ont un risque important de souffrir de cette maladie à l'âge adulte, et spécialement lorsqu'ils sont obèses. Donc ils vont entrer dans une spirale qui va entretenir dans cette pathologie et à l'aggraver progressivement. L'adulte aussi garde toute sa vie les stigmates de l'obstruction passagère de l'enfance. Tout est lié. L'apnée du sommeil chez l'adulte, elle est due à une respiration buccale, elle est due à un mauvais traitement ou à l'absence de traitement d'un SAUS chez l'enfant. Donc, le rétablissement précoce d'une ventilation nasale optimale est la meilleure voie pour optimiser le développement de la face en croissance. Il ne faut pas hésiter à corriger précocement, à envoyer à l'orthodontiste, au médecin dentiste, donc pour traiter ces défauts de croissance au niveau de l'arcade maxillaire qui peuvent corriger, qui peuvent éviter à l'enfant d'être atteint par l'apnée du sommeil à l'âge adulte. Pour moi, l'indication des étapes à un jeune âge n'est pas, ou peut-être c'est au dernier lieu, où c'est très rare
Matmata by night. Apparemment, Shahar de Si Mohamed, il n'est pas parmi nous aujourd'hui. Et je vous remercie pour la collaboration. On a parlé de la coalition magnétique. Je suis d'accord avec le pneumologue, c'est notre question. L'enfant n'est pas suivi par le pneumologue. Si, une de deux. Maxime Boissel, je n'ai pas c'est bon, ça y est, la disjonction, elle devrait être préventive. Je suis Maxime Boissel, il faut faire une je veux bien réinsister notre fois sur le fait de nos braves volontaires d'une telle manifestation aussi intéressante. Ça va être la première fois qu'elle se réalise. Là, on a décision, en traité l'Alsace, enfants, adultes, sujets âgés, etc. Là, il faut les chiens. Alors, si je vous comprends, il faut le dire. Alors, je vais céder rapidement la parole, donc je vais donner la parole à Mme Rad, qui va nous parler donc de l'idée de concevoir la conception et le développement d'un implant qui va servir à activer un nerf afin de traiter de sa vie. Rapidement, Mme Rad, donc, elle va présenter cette petite présentation de quelques diapos.